Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, Washington tente un rapprochement avec les pays de la région malgré son retrait du Niger. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola inquiète les autorités sanitaires avec déjà plusieurs dizaines de morts enregistrées. Et puis, 10 ans après les attaques de Boko Haram, des milliers de déplacés camerounais vivent toujours loin de leur village dans le nord du pays. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, chassé du Niger, les États-Unis n'excluent pas un retour dans la vaste région sahélienne confrontée à la menace terroriste. Washington multiplie leurs démarches diplomatiques afin de renouer les relations avec certains pays du Sahel dans un contexte marqué par l'instabilité sécuritaire et la montée des groupes armés. Plus de détails dans cet élément. Alors que près de 60% de tous les meurtres liés au terrorisme dans le monde ont lieu en Afrique subsaharienne, notamment au Sahel, Washington veut se positionner comme une alternative à cette bataille contre l'État islamique. L'épicentre du terrorisme mondial se trouve en Afrique. Les dirigeants de l'État islamique sont africains. Le moteur économique d'Al-Qaïda se trouve en Afrique. Ces deux groupes partagent la volonté et l'intention de frapper notre patrie. En Afrique de l'Ouest, le JNIM affilié à Al-Qaïda contrôle des zones stratégiques au Sahel, notamment en étranglant l'approvisionnement en carburant autour des centres urbains. La prise d'une capitale fournirait à Al-Qaïda tous les attributs d'un État-nation pour financer le terrorisme mondial. Le chef du commandement militaire des États-Unis en Afrique a salué la collaboration entre Washington et le Nigeria, un partenaire stratégique dans la région. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le Nigeria qui, ces derniers mois, s'est montré très coopératif en matière de partage de renseignements et de capacité à traquer et à cibler certaines de ces menaces terroristes présentes dans le nord du pays. C'est un aspect positif que nous avons également constaté. Nous souhaitons rétablir ces relations pragmatiques au Sahel, où l'État islamique dispose également d'un bastion et où il détient actuellement un otage américain.
Si Washington tente de consolider ses partenariats, certains pays du Sahel comme le Niger ont rompu leur coopération militaire avec les États-Unis en 2024. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. Selon les premiers bilans, au moins 65 personnes ont déjà perdu la vie. Les équipes médicales sont mobilisées pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Suivons ensemble. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, au moins 67 personnes sont déjà mortes dans le nord-est du pays. Près de 250 cas suspects ont également été recensés dans la province d'Ituri, notamment dans la ville de Bunia. Des analyses préliminaires ont confirmé la présence du virus dans plusieurs échantillons. Des examens complémentaires sont en cours pour identifier précisément la souche. Les autorités sanitaires craignent désormais une propagation au-delà des frontières de la RDC. Le risque est accentué par des déplacements de population liés aux activités minières, mais aussi par l'insécurité dans les zones touchées qui compliquent le suivi des cas contacts. La proximité avec l'Ouganda et le Soudan du Sud alimente également les préoccupations. Face à cette situation, une réunion d'urgence a été organisée entre les autorités sanitaires régionales, l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs laboratoires pharmaceutiques afin de coordonner la réponse sanitaire. Dans le nord du Cameroun, plus de 4000 personnes déplacées par les attaques de Boko Haram n'ont toujours pas regagné leur village abandonné après 10 années d'exil. Malgré le désir de retourner chez elles, de nombreuses familles restent marquées par la peur et l'insécurité persistante dans la région. Reportage à suivre. Non loin de la frontière avec le Nigeria, le village de Kassa, une de ces localités fantômes, meurtries par les attaques djihadistes en série. Il y a une petite colline qui est devant là-bas. C'est là-bas qu'ils se regroupent dans la nuit pour venir dans le village, pour envahir le village. Et ils viennent nombreux. Et des fois, ils partent de l'autre côté pour attaquer même Kassa 1, Kassa 2, Kassa 3. Implanté au Nigeria voisin, le groupe Boko Haram a fait de l'extrême nord du Cameroun sa base arrière. Dans cette région désertique, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Ils reprochent au pouvoir central de les avoir abandonnés. Il y a les routes qui ont vraiment un grand problème. Nous voulons qu'on nous ouvre la route et puis on nous accompagne avec les hommes en tenue pour que la population revienne en totalité. Après 3 ans d'exil, David Kamba est retourné pour la première fois dans son village au début du mois. Quand je suis revenu ici, j'ai retrouvé la maison envahie par la brousse. Tout était abandonné. Je veux revenir chez moi, mais nous avons encore peur des attaques. Débroussailler, nettoyer, réparer, dans l'espoir peut-être de revenir un jour. Cet agriculteur de 70 ans fait partie des derniers à avoir quitté le village. Boko Haram attaquait régulièrement notre village. Ils tuaient, prenaient des otages et brûlaient nos récoltes. Un soir, ils ont tiré sur ma femme. La balle a traversé. Le père de famille a trouvé refuge dans une salle de classe de ce village à une vingtaine de kilomètres. Ici, il n'a pas de terre à cultiver pour subvenir aux besoins de sa famille. Ici à Mora, nous survivons seulement. Nous sommes entassés comme du bétail. Nous devons tout acheter, nous n'avons pas de moyens. Nous voulons rentrer chez nous, mais nous ne voulons pas mourir là-bas. Selon l'ONU, entre janvier et mars 2026, les attaques de Boko Haram ont fait une centaine de morts dans l'extrême nord du Cameroun. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a réaffirmé son soutien au président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État fait face à une procédure de destination liée au scandale dit du FAMCAT. La ANC dénonce une tentative de déstabilisation politique. Suivons plutôt. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, s'est réuni au Cap pour soutenir le président Cyril Ramaphosa, visé par une procédure de destitution dans l'affaire du scandale des 4 millions de dollars volés dans sa ferme privée. En ce qui concerne le jugement, il a rendu public les options qui s'offraient à lui. À l'heure actuelle, nous savons que le président examinera le rapport au titre de l'article 89.
en fonction de l'issue du jugement et des conseils de ses conseillers juridiques. Les partis d'opposition accusent Cyril Ramaphosa d'avoir dissimulé le vol de millions de dollars en liquide dans sa propriété. Vous voulez que le président soit destitué, mais en même temps, vous voulez qu'il démissionne. Que voulez-vous en matière de responsabilité? Il y a donc eu lieu conflit concernant les appels qui ont été lancés. D'autres vont plus vite pour demander sa démission, avant même que la procédure parlementaire n'ait commencé. L'affaire connue sous le nom de Farmgate fragilise politiquement le président sud-africain depuis plusieurs mois. À l'approche des élections législatives au Cap-Vert, la question de l'accès à l'eau revient au centre des débats. L'archipel confronté à une faible pluviométrie et à des sécheresses récurrentes continue de faire face à d'importants défis liés à l'approvisionnement et au coût élevé de l'eau. Contrairement à ce que laisse penser son nom, le Cap-Vert est loin d'être un archipel luxuriant. Pour les agriculteurs de l'île de Santiago, maintenir une parcelle de verdure relève même du gouffre financier. Nous avons toujours eu des problèmes d'eau. Et ça a créé beaucoup de conflits. Nous avions une dette de plus de 50 000 € envers la Société nationale qui gère l'eau ici. Une eau très chère parce que rare. Le Cap-Vert fait partie des 15 pays où il pleut le moins. L'eau distribuée provient des usines de désalinisation ou de rares forages, alors il a fallu s'adapter. Beaucoup d'agriculteurs ont installé un goutte-à-goutte. Comme ça, on consomme 75% d'eau en moins qu'avec l'ancienne méthode. Sur les hauteurs de la capitale, dans les quartiers pauvres, l'eau n'arrive tout simplement pas jusqu'au robinet. Seul moyen pour s'approvisionner, ces camions d'eau de sociétés privées. J'appelle ces camions pour qu'ils viennent ici et j'achète ensuite l'eau à la tonne. Mais régulièrement, il y a des pannes où le camion ne peut pas passer. Et alors je dois aller chercher de l'eau à pied, plus loin. Pour ces quartiers en perpétuelle expansion, raccorder les habitants est un casse-tête technique et coûte cher. Face à ce défi, le Cap-Vert bénéficie aussi d'une aide conséquente de sa diaspora, très importante pour l'archipel. Et c'est vrai que l'engagement de la diaspora française, à travers des associations, à travers la fédération, permet d'agir ici. Et aussi avec le complément des agences de l'eau, parce qu'en France, on a la chance d'avoir les agences de l'eau qui peuvent intervenir à l'international. Malgré les initiatives, l'eau reste de loin l'un des défis majeurs de l'archipel. Aujourd'hui, 30% des Cap-Verdiens vivent sans... Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Les affrontements violents entre plusieurs gangs dans la banlieue de Port-au-Prince ont fait au moins 78 morts depuis samedi selon un bilan provisoire communiqué par le Bureau des Nations Unies en Haïti. Parmi les victimes figurent également des habitants non impliqués dans les violences. Suivons plutôt. La capitale haïtienne, de nouveau terrorisée par les gangs. Ces derniers jours, les bandes armées ont semé la terreur dans plusieurs quartiers du nord de Port-au-Prince. Selon le dernier bilan des Nations Unies, les affrontements récents ont fait en une semaine plus de 70 morts et plus de 40 personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balle en une journée. Quotidiennement, des milliers de familles sont obligées de fuir. Certains décrivent des scènes d'une violence inouïe. Pendant la fusillade, j'ai fui avec mon bébé. Mon mari courait et je courais avec lui. Il est retourné chez nous chercher des vêtements. Ils l'ont tué à l'intérieur de la maison. La semaine dernière, ils ont tué 3 personnes devant nous. Le lendemain, ils ont de nouveau attaqué le quartier et ont commencé à incendier des maisons, à tuer des animaux et à décapiter des gens. Cette situation n'a cessé de se détériorer ces 2 dernières années. En 2024, les bandes armées ont contraint le Premier ministre à la démission. Depuis, Haïti s'enfonce dans une crise institutionnelle, sans président élu, ni élection depuis des années. Comme en mars et en avril dernier, cette nouvelle flambée de violence contraint certaines organisations humanitaires à suspendre leurs activités. C'est le cas de Médecins sans frontières. On s'est retrouvé avec plus de 800 personnes déplacées à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, avec aussi
au même moment des balles perdues qui tombaient. Compte tenu de cette situation, il était pour nous impossible de continuer et de maintenir nos activités. Pays le plus pauvre des Caraïbes, Haïti est ravagé par la violence des gangs qui multiplient attaques sanglantes, enlèvements et viols. Face à cet engrenage, la police haïtienne est sous-équipée et sous-financée. Une force multinationale de lutte contre les gangs est en cours de déploiement, mais à ce stade, seul un contingent de 400 soldats tchadiens est arrivé à... Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. En clôture du sommet des grandes puissances en Chine, Donald Trump a salué des accords fantastiques conclus avec Pékin. De son côté, le président chinois Xi Jinping a qualifié cette visite de marquante tout en réaffirmant la position de la Chine sur la question de Taïwan. Des résultats fantastiques. C'est ainsi que Donald Trump a qualifié la deuxième journée de sa visite diplomatique à Pékin, rythmée par les pourparlers avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants auraient conclu plusieurs accords commerciaux. Le président américain a annoncé l'achat par la Chine de 200 avions Boeing, une initiative qui devrait garantir des milliers d'emplois américains. Des discussions seraient également en cours pour la mise en place d'un comité chargé de traiter les divergences en matière de technologie et d'agriculture sous la houlette d'Elon Musk de Tesla et de Jensen Huang de Nvidia, arrivé avec la délégation américaine. Taïwan reste cependant un sujet de crispation entre les deux pays. Peu avant la visite de Donald Trump en Chine, Washington a alloué un contrat d'armement de 11 milliards de dollars à Taipei. Le président chinois a averti qu'une mauvaise gestion de ce qu'il a qualifié de faux pas pourrait plonger les deux nations dans un affrontement direct. La crise au Moyen-Orient a également été abordée. Donald Trump a affirmé que Xi Jinping avait proposé d'aider de négocier la fin de la guerre en Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation mondiale, et précisé que Pékin n'avait aucune intention de fournir des équipements militaires au régime iranien. Alors que le sommet États-Unis-Chine se poursuit, les gardiens de la révolution iranienne ont autorisé plusieurs navires chinois à traverser le détroit depuis mercredi soir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal international. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.